La région de Québec et plus spécifiquement l'île d'Orléans ont été une source d'inspiration incroyable à travers l'histoire pour les artistes, les écrivains de toutes sortes. Mais avec l'île d'Orléans, il y a vraiment quelque chose de particulier. À commencer par tous les différents noms que l'île d'Orléans a eus à travers l'histoire. On en compte 5. Parmi ceux-là, on peut compter l'île Minigo, qui veut dire en fait l'île Windigo, c'est ce qu'on suppose, qui voudrait dire l'île ensorcelée, et évidemment l'île de Bacchus, nommée ainsi par Jacques Cartier, en raison des forces vignes qu'on pouvait trouver sur l'île. Bref, tous ces noms-là, toute cette culture, ce folklore-là, vont vraiment alimenter un certain mystère autour de l'histoire de l'île d'Orléans. En plus de ça, on peut rajouter au caractère un peu mystérieux de l'île le caractère insulaire qui va durer pendant près de 200 ans, l'agriculture qui est encore une partie très prédominante de la vie ici et l'architecture dans laquelle on peut vraiment voir se déployer plutôt plusieurs formes et périodes historiques. Bref, tout pour alimenter un récit bien fort en intrigue. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on vous présente. On vous parle d'Eugène Dick. Ce show poids, ça commence maintenant. Et même si l'île d'Orléans sera une destination vraiment prisée au cours du 20e siècle par les photographes, les ethnologues et les voyageurs qui proviennent de partout autour du monde, il va quand même falloir attendre un petit moment avant que l'île d'Orléans soit vraiment au cœur d'une production artistique. En fait, le premier roman dont l'histoire va se situer à l'île d'Orléans va être publié à la fin du 19e siècle. Son auteur est Eugène Dick, sacré romancier national en 1897 par le journal Le Monde illustré. Et en creusant dans l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, qui s'appelle L'Enfant mystérieux, on peut en découvrir beaucoup sur l'adoption en Nouvelle-France, les pilotes du Saint-Laurent, les légendes de l'île d'Orléans, et bien évidemment, on peut faire des ponts avec votre généalogie. Et en fouillant davantage même, on peut se rendre compte que L'Enfant mystérieux, c'est une histoire dont plusieurs éléments ont une certaine véracité, et qu'en faisant notre généalogie, on peut tomber sur des drôles de moineaux. Mais qui est l'enfant mystérieux? Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui et c'est quoi son importance à un niveau généalogique? Pour le savoir, il faut regarder du côté du synopsis de ce livre d'Eugène Dick, dont les épisodes sont publiés entre février 1880 et juin de la même année dans le journal L'Album de famille. Comme on l'a mentionné, l'histoire se déroule à l'île d'Orléans et plus précisément dans les mers houleuses de l'île. Par un soir de grosse mer, le commandant d'un navire anglais confie une petite fille âgée de 2 ou 3 mois à un pêcheur d'anguilles de la rivière Dauphine, Pierre Bouette, la mère étant mourante à bord. On est le 15 septembre 1840. Baptisée Anna, l'enfant est élevé par Pierre et sa femme Marianne, un couple sans enfants et d'un âge qui ne leur permettait pas d'en avoir. L'enfant est donc perçu par eux comme un cadeau du ciel. Peu avant que la fillette n'atteigne ses 10 ans, le couple décide de faire leur testament en sa faveur aux grandes dames du frère de Pierre Bouette, Antoine, qui était jusqu'alors l'unique héritier de son frère. Il s'associe alors avec une vieille sorcière, la mère Démone, qui habite à une cabane à la pointe d'Argentenay. Séquestrée dans une caverne à l'île aux Deux Têtes, près de l'île aux Grues, Anna est alors sauvée par ce qui deviendra son fiancé, le capitaine Charles Hamelin, qui est aussi contrebandier à ses heures. La chute de l'histoire est alors marquée par le suicide d'Antoine Bouette, la disparition de la sorcière dans l'incendie de sa cabane et la découverte de ses vrais parents par Anna. Ses parents, en l'occurrence, c'est Lord Richard Walpole, un riche Anglais qui avait, 20 ans auparavant, perdu sa femme dans un naufrage. Malade, elle avait dû abandonner sa fille à l'île d'Orléans. Et sa mère, c'est la Dame Blanche, sauvée par des Micmacs de la baie de Fortune à Terre-Neuve suite au naufrage du navire norvégien le Swedenborg aux îles Saint-Pierre et Miquelon. Bref, c'est un récit où se mêle une trame narrative un peu inouïe, un ton vaguement moralisateur, et tout ça ficelé dans une œuvre qui n'a pas exactement marqué l'imaginaire collectif. Mais là, c'est qui cet enfant mystérieux-là? Ce qui est intéressant, c'est qu'il a déjà existé. Et Eugène Dick, à la fin de son œuvre, mentionne que son histoire est basée sur des faits véridiques. En ce qui nous concerne aujourd'hui, on sait très bien qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire, mais de plusieurs faits historiques qui l'auraient reliés ensemble et romancés. À commencer par l'enfant lui-même. Le 20 juin 1819, Augustin Martineau, de la paroisse de Sainte-Famille, se présente à l'église de Saint-François devant le curé Joseph Gagnon. Il vient y faire baptiser un enfant né de parents légitimes qui, étant au service du roi et ne pouvant transporter l'enfant avec eux qu'avec beaucoup de difficultés dans les voyages, l'ont porté à l'Hôtel-Dieu
Et de là est venu à la Sainte Famille chez Augustin Martineau, qu'il croit âgé d'environ 2 ans. On lui donne le prénom de Louis et les parrains seront Jean-Baptiste Martineau et Claire Leroux. Mais d'où vient Louis Martineau et qu'est-ce qu'il va devenir? Nos recherches ont culminé au centre d'archives du monastère des Augustines où on a pu un petit peu approfondir ces questions-là. En outre, on a pu consulter la thèse du chercheur Claude Koffold-Couture qui a fait des recherches exhaustives sur les enfants du Tour et dans laquelle on voit que Louis a été admis sous le nom de Thomas Crépin avant d'être baptisé et pris en charge par Augustin Martineau. Et par la suite, Louis se serait marié avec une autre fille du Tour. En effet, quand on regarde leur acte de mariage, il est mentionné que Louis Courdonnier va se marier le 27 juin 1843 à Ellen Walsh à Château-Richer. Et Ellen Walsh, c'est une jeune fille admise au Tour à 3 ans et demi le 22 mai 1815. Elle va être l'enfant illégitime de François-Emmanuel Walsh, qui est un soldat irlandais, et de Geneviève Bolduc. Elle va être placée à Château-Richer chez François Dorval. Ils auront ensemble 4 enfants. Louis Stanislas, Marie-Philomène, Marie-Joséphine et Joseph. Joseph va être le seul qui va se marier. On a mentionné le Tour quelques fois. Vous vous demandez peut-être c'est quoi? Nous y reviendrons dans quelques secondes. Pour l'instant, pourquoi est-ce qu'on baptise un enfant à l'âge de 2 ans? Puisque les baptêmes se font à la naissance à cette époque. Probablement qu'on croyait ou même qu'on savait que l'enfant n'était pas catholique. On se disait peut-être même que, scandale, il était de confession protestante. Dans ces cas-là, on baptisait les enfants sous condition, c'est-à-dire sous condition que le baptême n'ait pas déjà été administré. Au début du 19e siècle, la ville de Québec possède un grand centre portuaire très important où la population est en constant renouvellement. Les raisons d'abandon d'enfants sont nombreuses. Des mères célibataires, des mères filles, unions légitimes, etc. Or, les adoptions passant par l'Hôtel-Dieu n'étaient pas rares. On estime qu'entre 1801 et 1845, les Augustines ont accueilli près de 1400 enfants abandonnés anonymement. Les parents qui se trouvaient dans l'impossibilité de pourvoir aux besoins d'un nouveau-né pouvaient le déposer dans le tour, situé à l'entrée du parloir de la communauté. C'était une sorte d'armoire ronde et tournante, posée dans l'épaisseur d'un mur pour recevoir ce qu'on y dépose du dehors. En plus du tour, l'enfant pouvait être laissé dans la rue ou sur un banc d'église, parfois accompagné d'un billet écrit par la mère ou les parents qui indique le nom souhaité, la date de naissance, la raison de l'abandon de l'enfant et l'intention de le reprendre ou non. L'enfant était alors inscrit dans un registre qui était tenu par les hospitalières et aujourd'hui, à la fois, certains billets et le registre sont dans le fonds des enfants abandonnés du centre d'archives du monastère des Augustines. Les enfants du Tour étaient gardés sous la surveillance étroite des religieuses. Par la suite, on leur trouvait une nourrice qui habitait dans les environs pour s'en occuper le temps qu'on leur trouve une famille d'accueil. Cette famille d'accueil-là était soigneusement choisie. On voulait vraiment qu'ils traitent les enfants du Tour comme leurs propres enfants. On a une petite parenthèse à faire ici. Ça peut sembler étrange que les hospitalières de l'Hôtel-Dieu aient accepté le mandat de s'occuper de jeunes enfants à abandonner. En fait, il faut savoir que dès 1801, les Augustines vont accepter ce mandat-là pour des raisons humanitaires et à partir de ce moment-là, va s'installer un service essentiel à la population qui est un service de placement d'enfants en foyer d'accueil et ça va durer plus d'un demi-siècle. Par ailleurs, parmi les destinations dans lesquelles on pouvait placer les enfants, on trouve l'île d'Orléans. Donc, dans les registres, il est assez fréquent qu'on envoie ces jeunes-là abandonnés en campagne pour justement probablement leur donner une meilleure vie, faire de la main-d'œuvre dans les champs, etc. Selon les recherches qui sont faites par Henri-Paul Thibault, on a même eu un espèce de petit contingent d'enfants, donc des enfants de la garnison, probablement issus d'unions illégitimes entre des citoyens et des militaires, qui ont été envoyés à Saint-Laurent de l'île d'Orléans. En plus du thème de l'adoption, Eugène Dick va aborder certains faits que personne d'autre jusqu'ici va reprendre. La grandeur de son œuvre, c'est justement ça, de relier ces faits-là ensemble et de les romancer. Parce qu'en plus, il connaissait très bien l'île. C'est d'ailleurs lui qui a confectionné le recensement de 1871. Et ça paraîtra dans son écriture. En quelques traits de plume, il décrit tout un village. Une odeur de fromage raffiné qui s'exhale de sa personne et de ses vêtements ne laisse aucun doute sur sa provenance. Il est de Saint-Pierre. On parle probablement ici de la famille Aubin de Saint-Pierre, à laquelle on doit le paillasson, plus vieux fromage fabriqué en Nouvelle-France.
Eugène Dick inclut aussi dans son récit plusieurs autres faits culturels et historiques, comme le nom Dame Blanche dont on a parlé tantôt. Ce nom-là, c'est le nom qui a été donné à la chute adjacente à la chute Montmorency. Mais il tire aussi son origine d'un événement historique qui va marquer l'histoire du pays. Selon Poste Canada, qui en a fait un timbre, Mathilde Robin habitait sur la côte de Beaupré au 18e siècle avec son fiancé jusqu'à ce qu'il soit tué dans une bataille contre les forces britanniques. Celle-ci aurait enfilé sa robe de mariée et, par tristesse, se serait jetée du haut de la chute Montmorency. On dit qu'on peut parfois la voir de Sainte-Pétronille et entendre sa plainte. Il existe aussi des versions concurrentes de cette même histoire, de cette légende, comme la version selon laquelle le couple passait en carriole sur le pont qui enjambait la rivière et celui-ci se rompant aurait tué les deux époux. On aurait seulement trouvé le corps du mari et on n'aurait jamais en fait retrouvé le corps de Mathilde. Si vous êtes curieux d'en savoir un petit peu plus, vous pouvez aussi vérifier les autres interprétations, comme celle de Pierre-Georges Roy, qui est fort divertissante. Il y a aussi d'autres faits un peu plus cocasses. Le patronyme de Bouette qu'il donne à ses personnages du père adoptif et du parrain n'est pas inconnu à l'île. Marie Bouette avait épousé Martin Guérard et tous deux vécurent entre Sainte-Famille et Saint-François. Tout près de là vivaient deux familles Martineau. Et le reste de l'histoire, vous la connaissez maintenant. Eugène Dick a fait rêver et s'émouvoir toute une génération à la lecture de ses feuilletons, à la lueur d'une lampe qui projetait dans l'imaginaire des ombres de sorcières, de loups-garous, de contrebandiers. Quant à la véracité des histoires qu'on vous a présentées aujourd'hui, c'est tout relatif. Mais ces histoires-là peuvent vous servir d'outils pour vos recherches en généalogie. Ne serait-ce que pour réaliser aussi que l'adoption, c'est un sujet sensible qui fait ressurgir des enjeux de traçabilité et de fiabilité des actes. Je vous en donne un petit exemple. Le chercheur André Lafontaine a publié un article dans la revue L'Ancêtre, qui est publié par la Société de généalogie de Québec, que l'ADN Y de l'ancêtre Charles Fournier ne serait pas identique à celle des autres fils du couple formé par Françoise Hébert et Guillaume Fournier. Conséquemment, il y a fort à parier qu'il y avait une adoption non officialisée. Quoi qu'il en soit, il y a certainement là un mystère et cette découverte-là, c'est pas la première du genre qu'on va faire. Il y a 2 Robichaud sur 3 dans les Maritimes qui seraient en réalité des Richard selon l'ADN des uns et des autres. Pour ceux que ça intéresse, on vous a mis des articles détaillés dans la description. Nos recherches aujourd'hui ont été fournies par Henri-Paul Thibault. Et d'ailleurs, si les contes et légendes de l'île vous intéressent, vous pouvez regarder du côté de René Vaillancourt Lausière. Quant à nous, c'est déjà fini et on se revoit pour une prochaine souche au pois.